Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur les fondamentaux de la durée du travail. Ce webinaire va commencer dans quelques instants, le temps que les uns et les autres puissent se connecter. Merci de votre patience. Alors, je pense qu'on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être là. Bonjour. Ravi de vous recevoir cet après-midi pour ce webinaire sur la durée du travail, les principes généraux et l'organisation pluri-hebdomadaire. Un temps important sur une question tout à fait essentielle. Et avant de laisser la parole à la direction des relations sociales et des ressources humaines de la FHP, accompagnée donc Fabienne Segnaud et toute son équipe, accompagnée de notre conseil, maître Michel Morand, que je remercie, je suis ravie de pouvoir introduire cette séquence sur la durée du travail. La durée du travail, sa maîtrise, c'est essentiel, surtout dans un contexte de pénurie comme on connaît aujourd'hui, pour répondre aux besoins d'organisation des soins. La flexibilité recherchée dans un cadre d'un aménagement du temps de travail optimal permet d'améliorer le temps de prise en charge et de répondre à la demande de soins. Mais c'est devenu aussi un enjeu d'attractivité. Il revêt une importance particulière pour les salariés qui recherchent un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Et les établissements développent un certain nombre d'initiatives pour concilier l'activité avec les demandes des soignants, quand c'est possible bien sûr, et au bénéfice des patients. Et à titre d'exemple, sur ces innovations, certains établissements ont mis en place la semaine de 4 jours. Alors bien entendu, sur le sujet de l'attractivité, ce sujet du temps de travail et de la durée du travail est indissociable des autres démarches que l'on a entamées depuis plusieurs années et qu'on continue à suivre et à poursuivre sur l'attractivité du secteur. Alors un engagement pour mettre en place un nouveau système de classification et de rémunération conventionnelle pour les professionnels des établissements de santé privés. Et vous le savez là-dessus, la fameuse avenant 33, vous le savez que notre engagement reste entier et encore tous les jours, on maintient les discussions donc avec les autorités pour essayer d'avoir un accord financier qui nous permettra, j'espère, très vite, très bientôt, d'appliquer un avenant 33. Rénové, révisé, enfin actualisé, ça c'est certain. On a aussi une mobilisation très importante auprès du gouvernement sur les questions de formation, d'apprentissage, et avec un objectif de former plus de soignants et aussi de permettre à nos équipes, à vos salariés, de pouvoir continuer à accéder à la promotion professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est un sujet puisque les budgets de formation, comme vous le savez, notamment sur l'alternance, ont fortement baissé. Donc c'est une bataille aussi de tous les jours. Et on maintient nos interlocuteurs en haleine et on essaye surtout d'avoir des résultats sans perdre des années, puisque en termes de formation de soignants, on ne peut pas perdre des années. Et puis, un travail sur l'attractivité avec accompagnement des établissements dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. Là-dessus, vous savez qu'on organise régulièrement des webinaires et on fera un nouveau webinaire avec la CARSAT Sud-Est le 9 avril sur la prévention du risque chimique. Mais pour l'heure, nous proposons d'aborder les fondamentaux de la durée du travail, vous aider à optimiser l'aménagement du temps de travail dans vos établissements. Je laisse donc la parole à Fabienne Segnaud qui va vous présenter l'organisation de cet après-midi et je tiens à vous remercier d'être là et à remercier toute l'équipe du pôle social et Michel d'être là et d'avoir préparé ce qui était un travail tout à fait énorme, ce webinaire qui va nous apporter des éléments, c'est certain. Bon après-midi. C'est Christine. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Nous y avons effectivement beaucoup travaillé pour essayer de rendre le sujet le plus pédagogique possible parce que c'est un sujet qui peut être complexe. Vous le savez, vous suivez tous les évolutions au vu de la jurisprudence, mais ça nous paraissait particulièrement important pour vous parce que dans le cadre du conseil adhérent que nous vous apportons chaque jour, eh bien, nous avons de nombreuses questions sur le sujet finalement, quelle que soit la taille de vos établissements, votre activité et votre situation géographique. Donc, on va avoir un webinaire qui va se répartir en trois temps. Un premier temps sur les principes fondamentaux de la durée du travail pour vous donner, vous rappeler les règles bien sûr, mais aussi vous donner les marges de manœuvre principales. Et puis, un deuxième temps sur l'exemple d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail. Donc ces deux temps seront pour une durée d'à peu près 1 heure. Puis,
Nous aurons, à l'issue de cette présentation en 2 volets, nous aurons un temps d'échange avec vous, en fait, pendant une demi-heure. Donc, très concrètement, vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, j'insiste là-dessus, par écrit, et nous y répondrons lors de cette dernière demi-heure du webinaire, et également à l'issue du webinaire, parce qu'il est possible qu'il y ait un certain nombre de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre tout de suite, mais bien sûr, nous reviendrons vers vous à l'issue de ce webinaire. Alors, on n'abordera pas aujourd'hui certains sujets qui sont liés à la durée du travail, tels que les forfaits jours ou le temps partiel. Nous y reviendrons lors de webinaires ultérieurs pour nous concentrer, vraiment avoir ce temps consacré avec vous sur les principes fondamentaux et puis un exemple d'organisation pluri-hebdomadaire. La durée du travail constitue le temps que le salarié passe dans l'entreprise à exercer son activité professionnelle. Très souvent, avant de trouver le bon aménagement du temps de travail dans votre établissement, il faut une analyse de votre activité et c'est ce à quoi nous nous employons au niveau du pôle social. Tout d'abord, les règles applicables à la durée du travail sont assez représentatives de la primauté de l'accord d'entreprise. En effet, l'accord d'entreprise prime sur la convention collective et sur la loi, sur de nombreux sujets depuis des lois successives et en particulier en matière de durée du travail. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, dans le petit tableau que vous voyez là, récapituler un peu l'ordre des priorités. On a d'abord l'ordre public, finalement, la loi, les règles impératives absolues, auxquelles aucun accord ne peut déroger. Et si on prend l'exemple des majorations des heures supplémentaires, on sait que ce taux de majoration, qui est un plancher légal, est de 10%. On a ensuite tout ce qui est de l'ordre du champ de la négociation collective, ce que les accords d'entreprise ou de branche peuvent organiser, ce que la loi leur délègue. Et là, on sait que par accord d'entreprise, par exemple, on peut déterminer un taux libre par la négociation pour la majoration des heures supplémentaires sans qu'ils soient inférieurs à 10%. Et on a ce qu'on appelle le droit supplétif, hein, qui sont les dispositions légales applicables quand finalement il n'existe aucune disposition prévue par accord collectif d'entreprise ou de branche. Et si on reprend l'exemple de la majoration des heures supplémentaires, vous le savez, à défaut d'accord collectif, les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25% et les suivantes à 50%. C'est important de comprendre cette hiérarchie puisque c'est ce qui va nous guider dans l'appréciation et le rappel des règles relatives à la durée du travail. Donc, on va aborder maintenant, avec nos différents intervenants, le cadre général du temps de travail, à savoir le temps de travail effectif dans toutes ses composantes, les temps qui sont assimilés ou non assimilés à du temps de travail effectif, et puis revenir vers vous avec tout ce qui concerne les durées maximales quotidiennes de travail, hebdomadaires, et les repos hebdomadaires, quotidiens, heures supplémentaires et horaires de travail, c'est-à-dire tous les fondamentaux, finalement, de la durée du travail. Je passe la parole à Elsa pour qu'elle vous présente le temps de travail effectif. Voilà, donc pour commencer, le temps de travail effectif, c'est vraiment une notion clé en droit du travail. On a finalement 3 critères cumulatifs pour définir ce qu'est le temps de travail effectif. Donc le salarié est à la disposition de l'employeur, il suit ses directives et bien sûr, il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Et donc, si c'est des critères cumulatifs. Donc, si les 3 sont réunis, on est bien sûr du temps de travail effectif. Et donc, c'est vraiment la définition à garder en tête parce que ça va être essentiel pour comprendre finalement ce qui suit. Et donc, pour passer au temps de pause et temps de restauration. Donc, ici, ce qui est important à comprendre, c'est ce qu'est une pause. Donc, d'abord, une pause, c'est vraiment un moment où le salarié arrête finalement totalement son activité. Donc, il n'est plus à la disposition de l'employeur et donc ne peut plus vaquer à ses occupations personnelles. La règle essentielle à bien avoir en tête, c'est qu'il faut au moins 20 minutes de pause après 6 heures de travail. Et donc, en principe, cette durée de pause donc n'est pas comptée comme du temps de travail effectif et n'est pas rémunérée. Mais si pendant sa pause, donc là, on revient à la définition dont je vous ai parlé du temps de travail effectif. Donc, si pendant sa pause, le salarié reste contraint, donc par exemple, il doit rester disponible ou intervenir, alors ça redevient du temps de travail effectif. Et là, la pause est rémunérée.
Sur les temps de déplacement, je vais faire très vite, puisque c'est pas un sujet majeur dans les établissements. Vous avez le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail qui n'est pas du temps de travail effectif, sauf lorsque vous allez avoir des déplacements qui vont dépasser ce qu'on appelle le temps habituel de trajet. Typiquement, la situation courante que vous allez rencontrer, c'est les déplacements pour aller assister à des formations professionnelles. Et le deuxième cas, bien entendu, concernera les salariés qui sont amenés à réaliser des astreintes, puisque dans le cadre du temps d'intervention, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif. Le temps d'astreinte. Ouais. Alors, le temps d'astreinte, si vous voulez, ça avait été à l'origine qualifié par la Cour de cassation avant que le législateur ne s'en mêle, de temps gris. C'est-à-dire pas tout à fait du travail effectif et probablement pas tout à fait du temps de repos. Alors, finalement, le législateur est intervenu pour réglementer un peu le dispositif. Et donc, le temps d'astreinte, on sait que c'est pas effectivement a priori du travail effectif. Donc, c'est le temps pendant lequel ça est à disposition de l'employeur, pas à disposition permanente, en dehors de son lieu d'activité, pour le cas échéant, intervenir si besoin. Et donc ce temps-là n'est pas effectivement du travail effectif. Sauf que, naturellement, devient du travail effectif le temps d'intervention, pendant effectivement le temps d'astreinte, et puis parce que la Cour de cassation l'a consacré, le temps de trajet, c'est-à-dire pour se rendre sur le lieu de travail ou pour en revenir. Donc cette situation-là redevient du travail effectif. Avec la difficulté, si vous voulez, c'est que effectivement, dès l'instant où il y a un temps d'intervention pendant le temps d'astreinte, en théorie, il faudrait qu'à l'issue de ce temps d'intervention, eh bien, le repos quotidien soit respecté, préservé, c'est-à-dire le repos de 11 heures ou par dérogation le repos de 9 heures. Voilà, la difficulté, elle est là, pas toujours bien réglée, pas toujours bien réglable, du fait effectivement que si l'intervention se situe en fin d'astreinte, ben, ça peut poser une difficulté. Ensuite, cette problématique du temps gris, évidemment, la question s'est posée de savoir, au fond, du côté de la directive de 2003 sur le temps de travail et les congés, fameuse directive, comment situer le temps d'astreinte, puisque la directive est binaire. Et la directive connaît deux choses, soit le repos, soit le travail. Elle ne connaît pas cette situation intermédiaire que nous, on connaît en droit interne. Et donc, la Cour de justice a eu à se prononcer et a posé quelques limites en disant, a priori, le temps d'astreinte n'est pas du travail effectif, mais il peut se faire que dans certaines situations, eh bien, du fait que l'intéressé, il y a eu des interventions récurrentes, du fait qu'il n'a pas la possibilité de librement occuper son temps, eh bien, ça peut devenir du travail effectif. Et il y a donc ces arrêts de la Cour de justice qui sont dans le slide, là, les deux arrêts de la Cour de justice. Et naturellement, quand ça se passe comme ça, quelques temps après, généralement, eh bien, la Cour de cassation s'en mêle et puis transpose effectivement les principes posés par la Cour de justice, et donc c'est la référence à l'arrêt de la Cour de cassation de mai 2025 qui a pu admettre que ce temps d'astreinte, s'il intéressait effectivement, s'il intervient de manière récurrente, s'il y a des contraintes imposées, récurrentes aussi, eh bien ce temps qui n'est pas du travail effectif devient du travail effectif par les conditions d'intervention du salarié d'astreinte. Donc attention dans l'utilisation des astreintes et de la possibilité d'intervention du salarié pendant le temps d'astreinte. Voilà sur ce problème-là des astreintes et du risque de requalification d'un temps de non-travail en temps de travail par les conditions d'intervention du salarié pendant l'astreinte. Et puis donc, la convention collective règle le dispositif des astreintes. Elle le règle parce que naturellement, quand il y a un dispositif d'astreinte, il faut une contrepartie. Cette contrepartie est définie par la convention collective. Et donc, il suffit de regarder effectivement le temps d'astreinte. Non pas le temps de travail, mais le temps d'astreinte devient effectivement rémunéré au tiers du salaire horaire conventionnel. Salaire horaire conventionnel, c'est pas le salaire réel du salarié. Donc on regarde le coefficient, on regarde quel est le salaire horaire qui correspond à ce coefficient, et donc c'est le tiers du temps d'astreinte. Quand il y a une intervention, eh bien c'est le double du taux horaire conventionnel. Donc distinction selon qu'il y a ou non intervention. Et une particularité qui est dans la convention collective, c'est que effectivement on a intégré pour certains coefficients un plafond. Un plafond, c'est-à-dire que la référence, si vous voulez, au salaire horaire conventionnel se limite
au coefficient 395, y compris si le salarié a donc un coefficient supérieur. Et donc la contrepartie qui est au profit des salariés concernés, elle reste limitée au plafond de 395. Et je crois que la Cour de cassation a validé cette disposition de la convention collective. Enfin, pour les pharmaciens, médecins cadres supérieurs, les contreparties astreintes sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur. Et je viens de vous dire qu'effectivement, comme l'indiquait tout à l'heure Fabienne, un accord d'entreprise pourrait avoir des contreparties, bien sûr, supérieures à celles prévues par la convention collective, mais aussi différentes, voire inférieures à celles prévues par la convention collective, du fait de la primauté de l'accord d'entreprise, une fois de plus. Oui, Voilà c'est un sujet de négociation, donc vous pouvez vous emparer, et c'est important de le dire puisqu'on est de plus en plus interrogé sur ce point. Sur les temps d'habillage maintenant, comme vous le voyez, on a des dispositions d'ordre public, le champ de la négociation et le droit supplétif. On va parler de temps d'habillage lorsque le salarié doit porter une tenue vestimentaire ou un accessoire vestimentaire particulier pour l'accomplissement de sa prestation de travail. Typiquement des vêtements de protection ou des vêtements spécifiques lorsque il doit aller opérer tout simplement. Ce temps n'est pas nécessairement du temps de travail effectif et peut faire l'objet d'une contrepartie qui va être en revanche obligatoire et qui peut se faire en repos ou sous forme financière. Notre convention collective sur le sujet était précurseur sur le domaine puisque elle renvoie à la négociation d'entreprise le soin de traiter cette question des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage. Et donc sur la nature des contreparties que vous pouvez proposer au sein de l'entreprise, vous pouvez tout à fait avoir une augmentation des temps de pause, un chronométrage entre guillemets des temps d'habillage et de déshabillage pour pouvoir le traiter de cette manière-là, via aussi par exemple un repos compensateur, une indemnité financière périodique ou également une assimilation à du travail effectif. Et bien entendu, lorsque vous allez souhaiter donner cette contrepartie sous forme financière, ce sera évidemment traité comme un élément de rémunération. Alors, si vous voulez, il y a souvent des confusions qui sont faites sur le concept de travail effectif. Notamment, on a tendance à tout mélanger souvent. Ce qui est assimilé du travail effectif au sens des congés payés, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec ce qui est assimilé du travail effectif au sens de la durée du travail. Et là, il y a des distinctions assez essentielles. Et quand on regarde un petit peu les textes sur la durée du travail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de dispositions de temps de repos qui sont assimilées à du travail effectif au sens de la durée du travail. Donc, le slide que vous avez fait bien le partage entre ce qui est assimilé à du travail effectif au sens des textes de la durée du travail et puis d'autres situations d'assimilation, mais qui n'ont rien à voir avec la durée du travail. C'est un concept restrictif, hein, la durée du travail. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Elsa, il peut y avoir un temps de pause qui est rémunéré, mais comme travail effectif, mais le fait de rémunérer un temps de pause comme travail effectif, ça n'a pas pour autant pour conséquence de transformer ce temps d'inaction en temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail. Alors ça peut paraître un détail, mais ça l'est pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on va calculer les heures supplémentaires, c'est au-delà de 35 heures ou plus de travail effectif en tout état de cause. Il est bien évident que si dans la semaine, il y a une demi-heure de pause par journée, le temps de travail effectif, c'est plus de 35 heures, et donc le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est décalé d'autant. Donc c'est un concept important, le concept de travail effectif, pour les heures supplémentaires, pour le SMIC y compris, puisque le SMIC c'est un taux horaire contrepartie d'une heure de travail effectif. Donc c'est des notions, et pour tous les seuils maximum de temps de travail, durée maximale hebdomadaire, durée maximale quotidienne, etc. Donc c'est un concept important et il faut éviter de mélanger les notions. Alors, il y a une situation, si vous voulez, particulière, issue de la jurisprudence, donc il y a quelques mois, à savoir que s'est posé la question à la Cour de cassation de la situation dans laquelle un salarié va prendre des congés pendant une période, dans laquelle cette période, il y a des heures supplémentaires qui sont structurelles et récurrentes.
Et donc, la question qui s'est posée, c'était de savoir si ces périodes de congé, au fond, pouvaient laisser le bénéfice aux salariés des heures supplémentaires. Il effectue des semaines, si on est dans un cadre hebdomadaire à 37 heures, il prend 2 journées de congé, ben forcément, le temps de travail effectif, a priori, se réduit de ces 2 journées de congé et devient inférieur à 37 heures. La Cour de cassation, suivant cela la Cour de justice, a eu un avis différent, considérant que effectivement rien ne doit empêcher le salarié de prendre ses congés. Et à partir de ce principe, naturellement, si le salarié était privé de ses heures supplémentaires parce qu'il prenait des congés, eh bien, ça pouvait le dissuader de prendre des congés. En conséquence de quoi, la Cour de justice puis la Cour de cassation a considéré que lorsque, dans une période hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire, il y avait des congés payés et que dans ces périodes-là, il y avait des heures supplémentaires structurelles, eh bien, ça nécessitait néanmoins de maintenir les majorations pour heures supplémentaires dont aurait bénéficié le salarié s'il avait effectivement travaillé pendant toute la semaine ou pendant la période pluri-hebdomadaire. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que ces heures de congé sont du travail effectif. Néanmoins, il faut faire comme si, en tout cas, pour ce qui est de la majoration des heures supplémentaires. Voilà. Merci Michel pour ces précisions sur ces jurisprudences pas toujours faciles à interpréter et qu'on voulait absolument aborder malgré tout avec vous lors de ce webinaire. Alors maintenant, je vais revenir sur les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail. Donc on a un distinguo entre le jour et la nuit. La pause, on y reviendra tout à l'heure. Donc 10 heures au maximum de travail par jour, mais qui peuvent être portées jusqu'à 12 heures par accord d'entreprise ou, à défaut, après avis du CSE ou par vote à la majorité des suffrages par les catégories de salariés concernés. Ça, c'est important parce que vous nous posez assez souvent la question et effectivement, il y a quand même cette latitude, encore une fois, qui est donnée à l'accord d'entreprise, qui peut vous apporter de la souplesse sur cette durée quotidienne du travail de jour. En ce qui concerne la nuit, on a donc 8 heures pour les salariés de nuit, pouvant être portées jusqu'à 12 heures. Donc, encore une fois, 8 heures pouvant être portées jusqu'à 12 heures par accord d'entreprise, ou à défaut, après avis du CSE, ou par vote à la majorité des suffrages par les catégories de salariés concernés. Donc ça, c'est quand même très important de rappeler ces règles-là, parce que ce sont des sujets sur lesquels vous nous interrogez régulièrement. Ensuite, tout cela s'exerce dans le cadre de l'amplitude journalière de travail, c'est-à-dire qui sépare le début d'une journée de travail de la fin d'une journée de travail, qui est limitée à 13 heures ou 15 heures, mais finalement qui se déduit des règles prévues par le Code du travail en matière de repos quotidien. C'est-à-dire qu'on a une journée civile qui est égale à 24 heures tout simplement, et un repos quotidien qui doit être de 11 heures, et forcément on en déduit finalement la durée de l'amplitude. L'amplitude n'est pas prévue par le Code du travail, elle se déduit finalement des règles afférentes au repos quotidien. Alors le repos quotidien, on y vient, c'est relativement important aussi. Il doit être de 11 heures minimum et il peut être réduit jusqu'à 9 heures par accord d'entreprise ou, on vous l'a récapitulé ici, dans certaines situations exceptionnelles assez rares, après une information de l'inspecteur du travail ou éventuellement sur autorisation de l'inspection du travail en cas de surcroît exceptionnel d'activité. Donc voilà, là on est vraiment dans les règles qui régissent finalement la journée de travail, qui sont la journée ou la nuit, de travail, qui sont primordiales pour vous respecter. Ensuite, on va passer aux limites hebdomadaires du temps de travail, où on a une durée maximale absolue, légale, qui est en général assez bien connue de tous, et qui est de 48 heures par semaine pour faire l'objet d'une dérogation à 60 heures par semaine, mais uniquement avec autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans ce dernier cas. Et puis, on a les durées prévues dans notre branche, donc nos durées maximales moyennes conventionnelles, qui sont également à respecter. Pour les salariés de jour, encore une fois, donc on a 44 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives à respecter, mais là encore, l'accord d'entreprise peut apporter un peu de souplesse et peut porter cette durée maximale moyenne à 46 heures par semaine sur une période quelconque de maximum 12 semaines consécutives. Mais il vous faut signer un accord d'entreprise. Pour les salariés de nuit, elle est de 44 heures, cette durée maximale moyenne, 44 heures calculées sur une période quelconque de 8 semaines
consécutive et elle peut être aménagée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, là aussi par accord d'entreprise. Donc elle reste à 44 heures en moyenne, mais votre accord d'entreprise peut permettre de l'apprécier non pas sur 8 semaines, mais sur 12 semaines. Voilà, donc les deux, évidemment, durée maximale moyenne conventionnelle et durée maximale absolue légale, doivent s'articuler et vous avez les souplesses qui sont récapitulées dans cette slide que vous pouvez apporter en signant des accords d'entreprise. Ensuite, le repos hebdomadaire et le repos dominical. Alors, on est sur des sujets qui ont été précisés par la Chambre sociale de la Cour de cassation en novembre 2025 et qu'il est important de rappeler. Tout d'abord, on a bien sûr les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire minimum prévues par la loi, c'est-à-dire 24 heures plus 11 heures consécutives. Mais nous, vous le savez pertinemment de longue date, dans notre branche, on a un repos hebdomadaire qui est donc de 2 jours et notre convention collective prévoit un dimanche sur 2. Bon. Après cela, on a eu une précision qui nous a été apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, puisque on a tous connaissance de longue date d'une règle qui dit qu'il n'y a pas plus de 6 jours travaillés par semaine. Et la Cour de cassation est venue nous dire oui, mais ces 6 jours au maximum travaillés par semaine sont regardés par semaine civile. Voilà. Mais le repos peut être donné après plus de 6 jours consécutifs de travail. C'est ce qu'on a voulu illustrer dans les exemples que vous avez sur votre écran. Si on reprend la règle légale, donc le repos hebdomadaire légal, 24 heures plus 11 heures, là on voit qu'on peut avoir un repos hebdomadaire le lundi de la semaine 1, une partie de repos hebdomadaire jusqu'à 11 heures le mardi de la semaine 1, et ensuite, tous les jours qui sont en saumon sont travaillés jusqu'au samedi à 13 heures de la semaine 2. Et là, vous retrouvez le repos hebdomadaire qui reprend donc à 13 heures le samedi de la semaine 2 et le dimanche. Donc, comme vous le voyez, on a bien par semaine civile 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. On ne dépasse pas par semaine civile les 6 jours travaillés, mais en revanche, vous avez 12 jours consécutifs travaillés. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que nous a expliqué la Chambre sociale de la Cour de cassation. Nous avons une convention collective. Donc, sauf à ce que vous y dérogiez par un accord d'entreprise, eh bien, nous avons en fait 4 jours de repos sur 2 semaines, de repos hebdomadaire, dont 2 jours consécutifs minimum, c'est-à-dire 48 heures, et au moins un dimanche toutes les 2 semaines. Compte tenu de ces considérations, si l'on reprend la règle de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il nous faut 2 jours par semaine civile. Donc vous reprenez la semaine 1, vous avez le lundi et le mardi en vert qui sont de repos, puis tous les jours qui se succèdent sont travaillés, jusqu'au samedi de la semaine 2, qui lui est entièrement un jour de repos hebdomadaire, ainsi que le dimanche de la semaine 2. Dans ce cas de figure, en gros, si on veut respecter la règle prévue par la Chambre sociale de la Cour de cassation et la règle prévue par la convention collective de repos hebdomadaires par semaine civile, eh bien là, dans ce cas-là, on peut avoir 10 jours consécutifs de travail. Voilà. Mais par accord d'entreprise, vous pouvez aussi déroger aux règles conventionnelles. Vous pouvez augmenter le nombre de jours travaillés consécutifs, jusqu'à donc 12 jours consécutifs, puisqu'on voit que c'est la limite prévue dans notre exemple 1, qui est celui de l'ordre public. On ne peut pas aller en deçà. Et vous pouvez également modifier la fréquence des dimanches de repos, puisque dans notre convention collective, c'est un dimanche sur 2, mais par accord d'entreprise, vous pouvez prévoir que c'est uniquement un dimanche sur 3, voire davantage, qui sont des jours de repos hebdomadaire. Voilà. De toute façon, les slides vous seront communiqués et ainsi qu'un replay que on pourra vous transmettre à la suite du webinaire.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, on voit que évidemment toutes ces limites quotidiennes et hebdomadaires ne sont pas qu'un sujet juridique, puisqu'il y a évidemment un enjeu financier, celui en particulier des heures supplémentaires, qui sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou au-delà de la limite fixée dans le cadre de l'organisation du temps de travail choisi, c'est-à-dire le cycle ou la période aménagée par accord d'entreprise, où il y a un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui peut être au bout de plusieurs semaines de travail. Donc les heures supplémentaires, elles ouvrent droit à une majoration de salaire, ou si un accord d'entreprise le prévoit, cette majoration peut être remplacée par ce qu'on appelle un repos compensateur de remplacement, d'ailleurs qui peut remplacer tout ou partie de ces heures. Quant au taux de majoration, on l'a un peu abordé en début de webinaire. Donc, vous avez les taux légaux à défaut d'accord. Pour les 8 premières heures, 25% et au-delà, 50%. Avec, encore une fois, une possibilité qui vous est donnée. Certains adhérents l'utilisent en signant des accords d'entreprise de réduire ce taux de majoration des heures supplémentaires, mais toujours en respectant le plancher de 10% minimum. Donc là aussi, vous avez une marge de manœuvre par accord d'entreprise que vous pouvez, dans le cadre d'un accord donnant-donnant, négocier en contrepartie d'autres choses, notamment dans le cadre des accords d'aménagement du temps de travail. On voit de plus en plus ces accords se développer. S'y ajoute, et c'est important de le rappeler parce que c'est parfois un sujet qui est oublié, une contrepartie obligatoire en repos due lorsque les heures supplémentaires dépassent le contingent annuel. Donc avec effectivement un pourcentage de repos pour chacune des heures dépassant le contingent qui est différent selon que l'entreprise a plus ou moins 20 salariés. Ce qu'il est important de souligner ici, c'est qu'on a un contingent qui est fixé par accord de branche de 130 heures, mais que par accord d'entreprise, vous pouvez augmenter ce contingent et également, on vous l'a mis ici, revoir certaines modalités en fait d'acquisition, de prise du repos. Voilà. Donc ça fait partie des éléments là aussi où votre accord d'entreprise peut prendre la main pour ajuster au mieux aux modalités de fonctionnement de votre établissement l'aménagement du temps de travail. Oui, ce que vient de dire Fabienne sur le contingent est essentiel, c'est-à-dire que en même temps qu'on repousse le contingent d'heures supplémentaires, on repousse aussi la contrepartie obligatoire à repos. Donc c'est essentiel de se poser la question si on doit ou non modifier le contingent qui est prévu par l'accord de branche. Alors ensuite, sur les modalités un peu d'organisation des horaires de travail, en fait, il y a une distinction qui est d'origine et qui subsiste toujours, c'est que pour les salariés à temps complet, il y a un principe qui est celui de l'horaire collectif de travail. C'est-à-dire, c'est l'horaire qui s'applique à l'ensemble des salariés, à un établissement, à un service, à une équipe. C'est donc un principe d'horaire collectif de travail qu'on trouve dès l'origine des textes sur le temps de travail et qui n'a pas été modifié depuis. Ce principe connaît au moins une exception, on y reviendra, c'est celui de l'horaire individualisé ou de l'horaire variable. Mais le principe demeure de l'horaire collectif. Alors, l'horaire collectif, la procédure de détermination, il n'y a pas de nécessité obligatoire d'un accord d'entreprise. Néanmoins, quand on met en place un horaire collectif de travail, quand on le modifie, il faudra sans doute passer par la consultation préalable du CSE. Cet horaire collectif doit être, vous le savez, affiché, daté, signé, affiché, et en principe, je dis pas en principe, mais l'horaire collectif de travail doit être aussi transmis à l'inspecteur du travail, et les modifications de cet horaire aussi transmis à l'inspecteur du travail. Alors, j'ai bien conscience que de temps en temps, ça doit être un peu, cette phase de transmission à l'inspecteur du travail doit être un peu oubliée, mais je crois qu'il ne faut pas le faire. Nécessairement, il faut respecter les textes. Les modalités de mise en place, l'acte de mise en place, c'est une décision unilatérale de l'employeur. À l'exception faite peut-être si on doit sortir du cadre hebdomadaire, puisque dans cette hypothèse, la répartition de l'horaire collectif de travail, la séquence de répartition, c'est la semaine. Là, il n'y a pas besoin d'acte juridique particulier, mais si on doit sortir de ce cadre hebdomadaire pour avoir une période pluri-hebdomadaire, voire annuelle, il faudra nécessairement un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche.
À côté donc de ce principe d'horaire collectif, il y a un dispositif qui est un peu oublié, qui est celui de l'horaire variable ou individualisé, qui est un texte ancien, qui date de 1973, qui n'a quasiment pas été modifié depuis. C'est donc la possibilité, effectivement, qu'a le salarié de faire son propre horaire de travail quotidien, voire hebdomadaire, avec une définition des plages dites fixes et des plages mobiles. Donc il y a un règlement intérieur de l'horaire variable qui définit un petit peu tout ça. Avec particularité s'agissant de la mise en place, c'est-à-dire que dans cette hypothèse, il faut qu'il y ait une demande des salariés. On ne dit pas si c'est une majorité, si c'est 10, si c'est 50. Le texte parle de demande des salariés. Et puis, et surtout, c'est assez rare, il ne faut pas que le CSE y soit opposé. C'est-à-dire qu'il y a un droit de veto du CSE. C'est rare que le CSE ait un droit de veto, il y a plutôt un consulté dans son avis. Mais là, de manière spécifique, il y a un droit de veto du CSE pour la mise en place de ce dispositif. Alors, au plan des conditions de travail, c'est quelque chose d'assez extraordinaire finalement. Et ça a d'ailleurs été fait pour ça, c'est-à-dire pour assouplir le principe d'horaire collectif de travail, pour permettre à des salariés d'organiser leur propre journée de travail quand c'est naturellement possible. Particularité supplémentaire de ces horaires variables, c'est qu'il peut y avoir un dépassement de la durée hebdomadaire de travail, de 35 heures, sans que ce dépassement ne soit considéré comme étant en heures supplémentaires, dans des limites qui sont fixées par le Code du travail, c'est-à-dire 3 heures par semaine, et sur un cumul de plusieurs semaines, un maximum de 10 heures. Ces 3 heures effectuées au-delà des 35 heures, où ce cumul de 10 heures reste des heures normales. Naturellement, ensuite, une fois que les plafonds sont atteints, il faut redescendre l'horaire de travail pour à nouveau éventuellement recapitaliser un temps de dépassement. Et ces temps, 3 heures et 10 heures, peuvent être augmentés avec les mêmes conséquences sur l'absence d'heures supplémentaires par accord d'entreprise ou accord de branche. Par accord d'entreprise, naturellement, jusqu'à combien? Mais jusqu'à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Et en cumul, il n'y a pas de limite, sauf celle définie par l'accord collectif qui permet le dépassement au-delà des fameuses 3 heures ou 10 heures. Particularité quand même de ce dispositif d'horaire variable qui a un peu été oublié au fil du temps. Oui. Ensuite, naturellement, une fois que les horaires sont fixés, peut se poser la situation de modification de l'horaire de travail. Et là, les choses, on peut imaginer, se compliquent un peu. Alors, quand il s'agit d'un simple ajustement, parce que tout ceci va renvoyer la plupart du temps, souvent renvoyer, au contrat de travail et à la modification du contrat de travail. Mais quand il s'agit d'un simple ajustement, eh bien, la jurisprudence considère que ça ne fait que modifier les conditions de travail et que donc ça s'impose au salarié qu'il ne peut pas refuser, sauf si on a contractualisé l'horaire de travail, ce qu'il faut éviter de faire naturellement. Donc, quand il y a effectivement un ajustement de l'horaire individuel de travail, il n'y a pas besoin de consulter le salarié et ça ne constitue pour le salarié qu'une simple modification du contrat de travail qui appartient au pouvoir de direction de l'employeur. S'il s'agit d'une modification collective de l'horaire de travail, cette fois c'est un peu différent puisque au titre des attributions consultatives du CSE, lorsque il s'agit d'opérations de nature collective, eh bien là il y a un préalable obligatoire qui sera de consulter le CSE et puis naturellement aussi de transmettre la modification de cet horaire collectif modifié, transmettre cette information à l'inspecteur du travail, de réafficher les nouveaux horaires de travail et de transmettre l'information à l'inspecteur du travail. Enfin, si vous voulez ou presque, la question évoquée peut-être celle de la modification du contrat, c'est-à-dire que il peut se faire qu'en modifiant l'horaire de travail individuellement ou collectivement, ça entraîne un bouleversement de l'horaire de travail et que ceci puisse s'analyser comme étant une modification du contrat. Mais aussi, aujourd'hui, on sait que, y compris quand il s'agit de modification du contrat, l'accord collectif a une puissance considérable puisque un accord d'aménagement du temps de travail qui peut donc avoir pour effet de modifier le contrat, eh bien cet accord d'aménagement du temps de travail ne modifie pas le contrat. Et si par hasard l'horaire avait été contractualisé, eh bien, il y a un autre outil juridique qui est l'accord de performance collective qui peut y compris aller affecter le contrat de travail du salarié, le salarié est quasiment contraint de s'y soumettre.
Voilà pour ces modifications et aménagements d'horaire. Donc, Euh, ce qui est ouais, maintenant, pour le délai de prévenance du salarié en cas de modification du temps de travail. Donc là, l'idée, elle est vraiment simple. Le salarié doit être informé donc à l'avance des changements d'horaire et c'est une règle d'ordre public finalement pour protéger sa vie personnelle et familiale. Donc en pratique, ça va donc ce délai de prévenance est soit fixé par accord d'entreprise, soit à défaut 7 jours en organisation pluri-hebdomadaire ou dans un délai raisonnable. Et l'objectif finalement qu'il faut bien garder en tête, c'est vraiment la prévisibilité finalement. Donc ensuite, là, on vous a fait un petit récapitulatif, pardon, de ce que peut faire l'accord d'entreprise et ce qu'il peut organiser. Donc, on comprend que c'est vraiment l'outil central, finalement. C'est lui qui va organiser concrètement la répartition du temps de travail, les délais de prévenance, la communication des plannings, les horaires individualisés ou encore l'amplitude. Et donc, c'est l'accord d'entreprise qui permet d'adapter le cadre légal finalement à la réalité du terrain et donc de vos entreprises. Donc ensuite, on va passer à la partie 2, donc de l'exemple d'une organisation pluri-hebdomadaire. Donc dans cette partie, on va voir principalement comment fonctionne donc ce dispositif, comment organiser le temps sur plusieurs semaines, les règles à respecter et surtout comment mettre en place ce mode d'organisation en pratique. Donc, pour comprendre ce dispositif, là, finalement, on va être sur une logique un peu différente. On raisonne plus finalement semaine par semaine, mais vraiment sur une période plus longue. Donc, concrètement, certaines semaines seront plus chargées que d'autres. Donc là, en bas du tableau, vous voyez un exemple un peu plus visuel avec en orange les semaines hautes et en vert les semaines basses. Mais ce qui compte dans toute cette période, ça va vraiment être la moyenne. L'objectif, ça va être de s'adapter à l'activité tout en stabilisant finalement la rémunération. Et donc là, on voit sur votre droite que avec un accord, on peut aller jusqu'à 12 mois. Et à défaut d'accord, donc vous le voyez là dans l'encadré, ça va être encadré selon la taille finalement de l'entreprise. Vous avez fait un petit comparatif entre les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail qui existaient et qui existent aujourd'hui et l'aménagement pluri-hebdomadaire, essentiellement par rapport aux principaux dispositifs que vous utilisez dans vos établissements. Pour rappel, très brièvement, le cycle, la modulation et les JRTT, c'est des dispositifs qui n'existent plus, mais en raison des dispositions de la convention collective, vous pouvez toujours les utiliser. Le cycle, pour faire simple, c'est un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines de manière fixe et répétée. C'est-à-dire que le salarié aura toujours les mêmes horaires de travail d'un cycle à l'autre, avec un décompte des heures supplémentaires. Et on a vu vos questions, on y reviendra en fin de webinaire sur les heures supplémentaires qui sont décomptées en fin de cycle. La modulation, c'est l'ancêtre de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, en particulier de l'annualisation, puisque ça permettait d'aménager le temps de travail sur 12 mois avec des périodes hautes, des périodes basses, un décompte spécifique des heures supplémentaires, soit à la semaine, soit en fin d'année selon des critères particuliers. Les RTT, c'est 98-2000 et le passage aux 35 heures, tout en maintenant des salariés à 39, on leur accordait des RTT. Le forfait jour, c'est un dispositif qui fait que on passe sur un décompte du temps de travail en jour uniquement. On ne parlera plus d'heures pour ces salariés-là, qui sont des catégories limitées de salariés qui disposent d'une certaine autonomie, principalement les cadres. Et pour finir sur le forfait annuel, bien que nous ayons quelques dispositions dans notre accord de branche du 27 janvier 2000, c'est un dispositif qui ne peut pas être mis en place dans vos établissements si vous n'avez pas, au préalable, conclu un accord d'entreprise et qu'ensuite, vous ne concluez pas de convention individuelle de forfait avec les salariés que vous voudriez voir être concernés par ce dispositif. J'insiste un peu sur cette condition. Pourquoi? Parce que si vous avez un contentieux demain sur le sujet,
On est en durée du travail classique, donc 35 heures semaine avec heures supplémentaires. Donc, en termes de dommages et intérêts pour le salarié, ça va aller extrêmement vite. Concernant les règles que vous allez avoir à respecter pour une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, dans la slide qui vous sera, comment dirais-je, adressée à l'issue de ce webinaire, vous avez tous les éléments. Pour l'essentiel, c'est des éléments qui vous ont été évoqués il y a quelques minutes dans la première partie. Je vais juste vous faire un focus sur les délais de prévenance, puisqu'on est sur un délai de prévenance en cas de modification de l'horaire de 7 jours ouvrés minimum, ouvrés jour d'ouverture de l'entreprise. C'est un délai que vous pouvez réduire par accord d'entreprise, justement. C'est un délai qui peut être abaissé jusqu'à 3 jours pour les salariés qui sont à temps partiel. Puisque je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est l'un des rares dispositifs qui peut s'appliquer quasiment tel quel aux salariés à temps partiel. Vous avez également sur l'aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail des modalités de modification des plannings de vos salariés qui sont quelque peu spécifiques, avec notamment l'information préalable et le respect du fameux délai de prévenance que je vous évoquais. Concernant maintenant la gestion des absences. En termes de rémunération, on va la faire très simple. Ça ne change rien. L'absence entraîne maintien du salaire. C'est comme ce que vous faites aujourd'hui dans votre établissement. Donc, les congés payés sont rémunérés exactement de la même façon. Ça ne change pas. Un congé sans solde reste un congé sans solde. Un arrêt maladie reste un arrêt maladie. Là où ça va avoir une incidence, c'est sur la prise en considération de l'absence dans le calcul de la durée du travail et dans le seuil des heures supplémentaires. En principe, les absences, elles ne constituent pas du temps de travail effectif et donc elles ne génèrent pas d'heures travaillées, sauf si elles sont assimilées par la loi ou par votre accord d'entreprise à du temps de travail effectif. En règle générale, ce qui va se passer, c'est que vos absences, vous allez les valoriser. Par exemple, un congé sans solde, vous allez le valoriser sur la base de 7 heures ou 10 heures ou 12 heures, selon la manière dont la durée du travail du salarié est aménagée. Et à la fin de la période de référence, par exemple l'année, vous allez regarder si le salarié a fait des heures supplémentaires, desquelles vous déduirez les 7, 10 ou 12 heures de congé sans solde que le salarié aura eu au cours de l'année. Vous avez une exception à cette règle qui concerne la maladie, puisque dans ce cas-là, vous allez réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires que vous allez ajuster pour éviter de pénaliser le salarié. Et ce seuil, vous allez le réduire en fonction de l'horaire que le salarié devait avoir sur son planning. Donc, si votre salarié, vous étiez en période basse et qu'il devait faire 5 heures par jour et qu'il est absent pendant une semaine, eh ben, vous enlevez 5 heures fois le nombre de jours travaillés sur cette semaine-là. S'il était en 12 heures, ben, vous faites l'inverse, 12 fois le nombre de jours qui était prévu pour être travaillé. La question qui se pose sur tous ces dispositifs, et qui est assez récurrente et qui n'est pas facile à régler, c'est la situation des arrivées en cours d'année, forcément, et des départs en cours d'année, quelle que soit la nature du contrat, d'ailleurs, hein, à durée déterminée, indéterminée, en tout cas, c'est des questions qui se posent. Alors, s'agissant de l'embauche en cours d'année, quand on est dans ce fameux cadre annuel de 1607 heures, c'est la durée annuelle telle qu'elle est légalement prévue, ce calcul de 1607 heures est fait avec une période, en théorie, de 5 semaines de congés payés. Si bien que si le salarié, quand il arrive effectivement dans l'année, ne prend pas ses congés payés,
eh bien, il peut se faire que le seuil de 1607 heures soit dépassé par l'insuffisance, parce qu'il rentre en cours d'année, etc. Dans ce genre de situation, la Cour de cassation a posé un principe en disant que c'est un seuil maximum, et dès l'instant où on dépasse 1607 heures, eh bien, les heures de dépassement sont des heures supplémentaires. Ça aurait pu être discutable, mais la Cour de cassation a considéré que c'était un plancher, et donc au-delà de ce plancher, de 1607 heures, ce sont des heures supplémentaires. À préciser quand même que vous pourriez avoir un accord d'entreprise, il ne faut pas que j'anticipe sur d'autres slides peut-être, mais il pourrait y avoir un accord d'entreprise qui fixe un temps de travail annuel inférieur à 1607 heures. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère que le dépassement de la durée qui résulte de cet accord d'entreprise inférieur au seuil de 1607 heures ce ne sont pas nécessairement des heures supplémentaires, inversement, sauf si l'accord d'entreprise le dit expressément. Autrement dit, si vous avez un accord d'entreprise qui fixe la durée annuelle à 1500-1550 heures, entre 1550 et 1607, ce ne sont pas nécessairement des heures supplémentaires, sauf si l'accord d'entreprise l'a ainsi décidé. L'autre aspect, si vous voulez, qui pose difficulté majeure, c'est les sorties en cours d'année du fait que la plupart du temps, quand on est sur un cadre pluri-hebdomadaire, voire annuel, la rémunération du salarié est lissée, c'est-à-dire indépendante de l'horaire accompli. Et il peut donc se faire que quand le salarié quitte l'entreprise, eh bien, quand on va calculer la durée moyenne, que ce temps moyen dépasse les 35 heures en fonction du nombre de semaines qu'il aura accompli pendant cette période d'activité dans la période annuelle ou pluri-hebdomadaire. Et donc, nécessairement, la question qui se pose, c'est du fait de ce dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période d'activité du salarié, eh bien, la question qui se pose, c'est de savoir ces heures de déplacement, quelle en est la nature juridique. Pour l'instant, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée. Ce qui est certain, c'est que s'il y a un dépassement, forcément, ces heures seront rémunérées, sa rémunération a été calculée, lissée sur la base de 35 heures. S'il s'avère qu'il a fait 37 heures, bien nécessairement, il faudra payer 37 heures, évidemment. Néanmoins, reste à savoir quelle est la nature de ces heures au-delà de 35 heures. Pour l'instant, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée à savoir si c'était des heures normales ou des heures supplémentaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, ayant rédigé un certain nombre d'accords de branche dans lesquels moi j'ai qualifié ça d'heures normales, pour l'instant, au niveau de l'extension, il n'y a pas eu de difficulté, si bien que l'administration du travail semble considérer, alors ce n'est que l'administration du travail, semble considérer que les heures de dépassement au-delà de 35 heures, dans le cadre effectivement de la rémunération lycée, et d'un calcul effectué au moment de la sortie du salaire, peuvent rester des heures normales jusqu'à ce que la Cour de cassation en pense différemment. Voilà sur cet aspect particulier. Donc maintenant, concernant la mise en place de ce dispositif, on a finalement deux options. Donc d'abord, soit ça va être par accord collectif, donc après négociation, consultation du CSE et signature et dépôt de l'accord collectif, soit à défaut, donc par décision unilatérale. Mais donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est dans un premier temps vérifier l'éligibilité de la DUE. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la période maximale peut être de 9 semaines. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, si c'est mis en place par DUE, là, la période maximale sera de 4 semaines. Ensuite, la rédaction de la décision unilatérale et bien entendu la consultation du CSE, donc comme pour la mise en place par accord collectif. Et dans un deuxième temps, il faudra donc établir un planning, informer les salariés et bien sûr transmettre à l'inspection du travail le planning. Et donc le point important, c'est que pour la mise en place de l'accord, par accord d'entreprise, donc ce n'est pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête. Ensuite, du contenu de l'accord d'entreprise. Alors, ce contenu est défini légalement. Donc, il ne faut pas encore s'écarter quand même, puisqu'on est dans un dispositif qui va déroger en quelque sorte à la répartition de la durée légale dans le cadre hebdomadaire. Donc c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Il faut donc respecter tout à fait et complètement le contenu de ce que prévoit le Code du travail s'agissant de cet accord d'entreprise. Donc les clauses obligatoires, la période de référence, est-ce que c'est une période pluri-hebdomadaire, est-ce que c'est l'année? Les conditions effectivement des délais de prévenance en cas de modification de l'horaire de travail, les règles de prise en compte des absences, ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, les entrées et sorties en courte période,
pour la rémunération et le calcul des heures supplémentaires. Et si l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, eh bien, la communication et les des horaires de travail et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail des salariés à temps partiel, tout simplement. Pourquoi? Parce que, à la différence des autres salariés à temps partiel pour lesquels, vous savez, c'est le contrat qui cadre le nombre d'heures par semaine, la répartition, dans le cadre d'un temps partiel annuel, le contrat ne cadre pas tout ça. Il n'y a pas cette obligation de précision dans le contrat. En revanche, il faut quand même que le salarié sache comment il va travailler, quels sont ses horaires, quelle durée, la répartition de ces horaires, et donc c'est à l'accord collectif de définir les modalités de communication par écrit des horaires de travail aux salariés. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis la période de référence supérieure à 1 an, donc ça ne nous concerne pas trop, et je crois que, alors ça peut aller jusqu'à 3 ans, mais il faut un accord de branche, qui n'existe pas, et puis à ce jour, je crois qu'il y a une seule branche qui est la métallurgie qui a essayé de faire un dispositif de ce type. Mais bon, c'est pas très conforme au droit de l'Union, ça non plus, le dépassement au-delà d'une année de répartition de la durée légale. Ensuite, d'autres clauses peuvent être intégrées qui sont effectivement facultatives. Les heures supplémentaires, si vous voulez, les heures supplémentaires dans un cadre annuel, par exemple, rien n'empêche d'avoir 2 seuils de déclenchement, un seuil en fin d'année et des seuils en cours d'année. Si l'accord le prévoit, on pourrait très bien prévoir qu'au-delà dans les périodes hautes de 44 heures, ce sont des heures supplémentaires, par exemple, en cours d'année. Et puis, en fin d'année, le cas échéant, à condition de ne pas les payer 2 fois, celles qui sont payées en cours d'année, celles qui seront retrouvées en fin d'année. Donc ça, c'est possible. Ou ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est avoir un temps de travail inférieur à la durée légale transposée sur l'année, c'est-à-dire 1607 heures. Ça, c'est aussi possible, mais avec ce que je vous indiquais tout à l'heure, les heures supplémentaires dans cette hypothèse ne se déclenchent pas nécessairement au-delà de la durée inférieure, sauf si l'accord le prévoit. Naturellement, les heures et les jours non travaillés, ça c'est aussi sans doute indiqué. Et puis le lissage de la rémunération. Le lissage de la rémunération, c'est pas une clause obligatoire, mais dans la plupart des accords d'entreprise, généralement, pour éviter une fluctuation de la rémunération du salarié d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre, effectivement, le lissage est intégré. Les modèles de jours de repos compte tenu de l'organisation, comment le salarié poserait ses jours de repos s'il y a des jours de repos. L'incidence des congés payés, si incidence s'il y a, mais en théorie c'est intégré dans le calcul annuel. Et puis forcément un suivi du temps de travail. Alors comment est contrôler le temps de travail? Mais là ça concerne à peu près aussi tous les systèmes d'organisation du temps de travail. Il faut qu'il y ait un contrôle régulier du temps de travail. Et puis, des définitions des services, effectivement, on peut aussi imaginer, si vous voulez, d'avoir des systèmes d'organisation du temps de travail qui soient différents selon les services et établissements concernés. Le tout, c'est de ne pas faire des usines à gaz en multipliant les formes d'organisation du temps de travail, parce que personne s'y retrouve au niveau de la paye après. C'est un peu compliqué. Et puis de savoir qu'est-ce qu'on fait des CDD. La particularité des CDD étant que forcément, si c'est dans un dispositif annuel, ces salariés sous CDD, la question va se poser, leur sortie, leur entrée en cours d'année. Donc si on les intègre, attention à ce qu'on fait des CDD quand ils vont sortir, parce que par définition, ils n'auront pas eu, la question se posera pour eux, éventuellement, de la régularisation de leur rémunération à l'issue du CDD. Donc ça, c'est des questions qu'il faut essayer de déminer par avance. Quand il s'agit d'une décision unilatérale, c'est effectivement, sous réserve effectivement ce qu'évoquait tout à l'heure Elsa, quand on sort du cadre hebdomadaire pour certains types d'entreprises, 4 ou 9 semaines, bien sûr la période de référence, les salariés concernés, l'organisation des plannings, quand c'est la durée hebdomadaire variable, quand on sort du cadre hebdomadaire, des règles de déclenchement des heures sup. Alors en principe, règle de déclenchement, quand on est dans ces périodes-là, 4 ou 9 semaines, ça ressemble à l'ancien cycle, c'est-à-dire 4 fois 35 ou 9 fois 35. Les délais de prévenance, la gestion des absences, c'est-à-dire des choses un peu similaires à ce qui existe quand on est dans un accord d'entreprise. Modalité entrée et sortie, etc., en cours de période et le calcul des heures supplémentaires. Alors, naturellement, les décisions unilatérales peuvent ne pas faire certaines choses. Certaines choses ne peuvent pas être modifiées. Ce qui peut être modifié par accord ne peut pas l'être par décision unilatérale. Si les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux inférieur au seuil légal, on peut rien faire. Si on doit déroger, par exemple, la durée maximale quotidienne de travail de jour ou de nuit, ça ne peut pas possible par décision unilatérale. Il faut un accord d'entreprise. Donc, il est évident que l'accord collectif, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure,
et là, une norme juridique qui effectivement prime sur la convention collective et certaines dispositions légales. Alors, la décision unilatérale peut être plus malléable, effectivement. Pourquoi? Parce que un accord collectif d'entreprise, si on veut modifier les règles du jeu, il faut le dénoncer ou le réviser, ce qui n'est pas toujours facile. Et la décision unilatérale, si on veut modifier les règles du jeu, bon, il est possible de la dénoncer. Donc peut-être que c'est, d'une certaine manière, parfois plus malléable et plus facile à mettre en œuvre. Voilà sur le contenu de la décision unilatérale. Merci Michel. Juste pour terminer, avant de conclure, on souhaitait vous parler des modalités d'un retour justement au décompte hebdomadaire du temps de travail via la modification de l'accord collectif sur l'aménagement pluri-hebdomadaire que vous auriez pu mettre en place. Vous avez deux options possibles. La première qui va être la plus simple et qui va avoir la mise en œuvre entre guillemets la plus pratique, c'est une révision de l'accord existant. Euh, Tout simplement parce que vous n'aurez pas à respecter un certain nombre de délais qui sont prévus dans le cadre de la deuxième option possible, qui est la dénonciation de l'accord, puis la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise qui revient au décompte hebdomadaire du temps de travail, puisque en cas de dénonciation, vous aurez l'obligation de respecter ce qu'on appelle un délai de survie, qui est une sorte de délai de préavis. Pour les salariés à temps complet, en cas de retour à un décompte hebdomadaire du temps de travail, le nouvel accord va s'appliquer de lui-même et va s'imposer aux salariés. Vous n'aurez pas besoin de modifier normalement le contrat de travail puisque vous n'avez pas eu besoin de le modifier quand vous avez mis en place l'organisation pluri-hebdomadaire. En revanche, pour les salariés à temps partiel, évidemment, il faudra faire un petit avenant. L'intérêt de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, il est de plusieurs ordres. Déjà, ça n'a de sens que lorsque vous avez fréquemment des dépassements des 35 heures, euh, parce que ça vous permet de lisser l'horaire de travail sur une période de plusieurs semaines, voire sur l'année. Ce que permettait de faire la modulation du temps de travail, mais de manière ici, avec l'aménagement pluri-hebdomadaire, beaucoup plus souple. À ce titre, on vous recommandera, avant d'envisager de faire évoluer vos dispositifs d'aménagement du temps de travail, que ce soit pour tous vos salariés ou que pour certaines catégories de salariés, de faire une étude sur vos besoins en temps de travail. On l'a fait récemment pour un adhérent par rapport à ses aides-soignantes et on s'est rendu compte que structurellement, en fait, il y avait un léger déficit et que l'aménagement pluri-hebdomadaire permettait de combler en grande partie ce déficit de temps de travail. Et évidemment, l'autre avantage de l'organisation pluri-hebdomadaire, c'est tout simplement le décompte des heures supplémentaires, parce que vous allez tout simplement pouvoir prévoir que ce décompte se fait à la fin de votre période de référence ou en fin d'année au-delà des 1607 heures, ce qui fait que vous allez avoir des périodes de forte activité, d'activité plus faible. Et donc, ça lissera les heures de travail effectif et également la rémunération. Avant de passer à la phase de questions-réponses sur la base de vos questions que vous avez pu poser durant notre présentation dans le chat, juste quelques points qui nous semblent intéressants, des points clés à retenir. L'organisation pluri-hebdomadaire, on le voit, et vous l'utilisez assez largement, permet de faire varier la durée du travail et les horaires selon les semaines sans avoir le côté rigide en fait du cycle de travail, où finalement, Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, eh bien, les semaines 1 du cycle doivent toujours être identiques aux semaines 1 du cycle suivant et que le cycle, finalement, pour l'ensemble des semaines, 2, 3, 4, doit se répéter à l'infini sans aucune flexibilité. Donc vraiment, on vous engage à ne pas être dans le cycle, mais dans le cadre d'une organisation pluri-hebdomadaire qui apporte beaucoup plus de souplesse. Les seuils quantitatifs légaux qu'on a essayé de vous rappeler tout au long de ce webinaire restent toujours applicables et les heures supplémentaires s'apprécient à la fin de la période pluri-hebdomadaire. Donc, c'est aussi un point important. L'accord d'entreprise, vous l'avez compris, est l'outil central de sécurisation pour l'ensemble des points d'ailleurs que l'on a abordés. Alors, on a quand même une petite souplesse apportée par notre convention collective. J'y reviens, notamment sur la durée quotidienne de travail de jour ou de nuit. Malgré tout, si vous n'arrivez pas à signer d'accord d'entreprise, on a toujours la possibilité d'augmenter cette durée quotidienne jusqu'à 12 heures
après avis du CSE ou après un vote majoritaire des salariés concernés. Donc on a quand même cette souplesse de la convention collective, mais vous l'avez compris, un accord d'entreprise qui est complètement en phase avec vos modalités de fonctionnement d'établissement vous apporte une souplesse supplémentaire. Donc avant de passer aux questions-réponses, juste vous dire que le replay vous sera bien sûr communiqué, ainsi que le diaporama, et que nous allons essayer de répondre pendant les 25 minutes restantes à une majorité de questions que vous avez posées, et nous avons la possibilité de répondre à toutes celles auxquelles nous n'aurons pas pu répondre à l'issue de ce webinaire. Je passe la parole à Laurence. Oui, bonjour à tous. Alors, plusieurs séries de questions ont été posées par vous, et notamment, en tout cas si on peut les regrouper par thématique, il y a des questions relatives aux astreintes. La première d'entre elles est la suivante. Quelles sont les règles applicables en cas d'astreinte téléphonique? Et le corollaire de cette question étant, comment rémunérer ce temps d'astreinte téléphonique? Téléphonique n'avait pas été intégré à l'époque de la convention collective, enfin de l'accord de branche. C'est quelque chose qui s'est développé, et on peut penser que si l'intéressé, qu'il soit à son domicile et qu'il intervienne effectivement de manière par le système d'astreinte téléphonique, on va probablement considérer que c'est comme si c'était du travail effectif. Et que ça renvoie donc à une rémunération telle que prévue par la convention collective, par l'accord de branche, c'est-à-dire, ou la convention collective, pardon. La difficulté, effectivement, c'est la comptabilisation de ces astreintes téléphoniques, puisque par définition, il n'y a pas le salarié ne vient pas dans l'établissement, on ne le sait pas, on ne peut pas le contrôler. C'est donc un peu soit, comment dire, d'imaginer si c'est récurrent et permanent et fréquent, d'imaginer peut-être un forfait, un montant qui est forfaitaire, qui peut effectivement s'appliquer en disant on estime que par astreinte, il y a toujours un quart d'heure, une demi-heure, éventuellement d'astreinte téléphonique, et donc on définit un forfait, et l'idéal naturellement de ce forfait, c'est pas de le caser dans un contrat de travail si possible, parce que c'est toujours la même problématique, hein. C'est-à-dire plus on intègre de choses dans le contrat, plus quand on veut les modifier, c'est compliqué, parce que naturellement, il faut le consentement du salarié. Donc l'idéal, c'est de mettre ça soit dans une décision unilatérale, pourquoi pas, et aussi bien sûr dans un accord d'entreprise. À ce moment-là, les choses, il n'y a pas de contractualisation, et donc c'est plus facile de dénouer ensuite le dispositif si on souhaite le dénouer, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, parce que sauf avoir un compteur, on n'imagine pas qu'il y ait un compteur qui puisse quantifier exactement. Je crois que le plus simple, c'est d'essayer d'imaginer un forfait en regardant. Alors le forfait, c'est pas une garantie absolue, hein, puisqu'ici il apparaît que le salarié fait la démonstration que on lui a rémunéré un quart d'heure par nuit d'astreinte téléphonique, un quart d'heure d'astreinte téléphonique, et qu'il en fait 1 heure toutes les nuits. C'est évident que le forfait volera en éclats, mais enfin il faut que le salarié fasse la démonstration, etc. Donc l'idée, c'est de faire quand même quelque chose qui soit au plus près de ce qui est constaté dans l'utilisation des astreintes téléphoniques. Voilà. Pour compléter votre réponse, Michel, finalement, il nous semble que ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de rédiger finalement peut-être un accord d'entreprise, dans la mesure où vous pourriez le faire, qui prévoirait des temps en tout cas une contrepartie aux astreintes qui pourrait être un peu minorée s'agissant des astreintes téléphoniques qui sont moins contraignantes du coup que les astreintes déplacées. Bien sûr. En effet, prévoir des formes de paliers de rémunération selon finalement la contrainte à laquelle répond l'astreinte. Puisqu'en effet, quelqu'un qui se déplace et qui vient intervenir au sein de l'établissement n'est pas soumis à la même contrainte que quelqu'un qui répond au téléphone 5 minutes, en fait. Ouais, ce que dit Laurent, c'est important, effectivement. Comme on l'évoquait tout à fait au début, on peut déroger donc au taux des astreintes telles qu'elles sont prévues dans la convention collective, et comme la contrainte est moindre quand il s'agit de l'astreinte téléphonique, on peut imaginer que la contrepartie, bien évidemment, à ces astreintes téléphoniques soit effectivement moindre de celle qui est prévue dans
dans la convention collective, et naturellement, pour y parvenir, il est évident qu'un accord d'entreprise est nécessaire, quoi. Voilà. Alors, s'agissant justement de la rémunération des astreintes, un adhérent nous demande si la RAG doit faire partie du taux horaire pour calculer la rémunération de ces astreintes. Si la RAG doit faire partie du taux horaire pour calculer, et la RAG doit faire partie du taux horaire, mais la RAG, elle est en fin d'année. Donc, comme elle est en fin d'année, s'il y a des astreintes qui sont réalisées le dernier mois, bon, oui, probablement, puisque c'est un complément de rémunération. Mais c'est une situation d'exception, puisque en théorie, on constate le manque de rémunération éventuelle par rapport à la RAG en fin d'année. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que si des astreintes ont été effectuées pendant l'année, que s'il y a un complément de rémunération en fin d'année, on va donner un effet rétroactif au taux horaire pour compléter les astreintes qui auront été réalisées pendant l'année. Moi, je crois que là, a priori, la question ne devrait pas trop se poser. Donc, je pense que, à moins que je me trompe effectivement, ce qui est possible, je vois pas très bien comment la problématique du taux horaire et de la règle peut avoir une influence importante. Mais peut-être que je me trompe, hein. Voilà. Alors, petite précision, je me permets, Michel, pour Oui. de compléter très légèrement votre propos. On parle de Ah, la c'est versé RAG, chaque donc mois. rémunération annuelle garantie, et on parle de la RAG telle qu'elle est définie et prévue par la convention collective, Ouais. puisque dans le cadre du conseil adhérent, nous savons très bien qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être mis en place des dispositifs Ah qui oui. s'appellent RAG, mais qui sont des adaptations Ah. de ce que prévoit la convention collective. Donc, évidemment, aujourd'hui, euh, nous ne répondons aux questions que par rapport aux dispositions conventionnelles et pas forcément en tenant compte de vos dispositions d'établissement. S'il y a un complément mensuel si C'est c'est ça. de rémunération, c'est évident que là, la question sera un peu différente. Si la Hein. RAG est mensualisée. Si la RAG est versée tous les mois, il est probable que ce moment-là, ça rentrera bien dans le taux horaire, puisque c'est un complément de C'est ça, rémunération. Hein. Voilà. exactement. Et conventionnel. Oui, bien sûr. Autre question, Laurence? Alors justement, qui est à cheval entre l'astreinte et le temps de repos, un D'accord. adhérent nous demande, une infirmière prend son poste à 16 heures car elle s'est déplacée sur une astreinte à 5 heures du matin. Donc, puisqu'elle s'est déplacée jusqu'à 5 heures du matin, on suppose l'adhérent a accordé les 11 heures consécutives de repos. Donc le salarié reprend à 16 heures. L'horaire habituel était censé être de 10 heures à 18 heures. Quid des 6 heures qui n'ont pas été réalisées? Autrement dit, lorsque l'adhérent a dû différer le temps de travail pour respecter les temps de repos, qu'est-ce qu'on fait de ce temps de travail qui n'a pas été réalisé, qui était pourtant dû? Est-ce que le temps de repos prime et les heures non faites sont offertes, ou est-ce que le salarié doit des heures au titre de celles qui n'ont pas été faites? Je crois que c'est peut-être ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que le repos prime pas, le salarié ne doit pas des heures. Je crois que c'est plutôt de recalculer l'horaire de travail du salarié, de recadrer l'horaire de travail du salarié, tenant compte du fait qu'on a dû décaler. qu'on a dû décaler. Parce que sinon, là, c'est sans fin. Hein. Sinon, Oui. la problématique sans fin, ça va entraîner des décomptes d'apothicaires et c'est pas possible. Donc voilà l'idée. Mais si vous voulez, ce problème-là est très mal traité. C'est-à-dire que la problématique du temps d'intervention pendant le temps d'astreinte peut même, comment dirais, constituer une infraction au repos dominical. Parce que si l'intéressé intervient pendant le repos dominical alors qu'effectivement il doit bénéficier de 35 heures consécutives, c'est cuit quoi. C'est cuit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Hein. Véritablement pas de réponse. C'est traité comme vous pouvez, c'est-à-dire en prenant le risque ou non, mais en tout cas, il n'y a pas de réponse juridique qui colle, pas du tout. Et il a même d'ailleurs fallu une intervention législative pour considérer que le temps d'astreinte pouvait coïncider avec le temps de repos, parce que la Cour de cassation était venue dire à un moment donné, attention, l'astreinte c'est pas vraiment du repos au sens du repos hebdomadaire, etc. Et il a donc fallu une intervention législative pour dire non, ça peut marcher, mais ça peut marcher quoi? Le temps d'astreinte, pas le temps de travail, bien évidemment, pendant l'astreinte. Donc c'est vrai que c'est pas bien traité au plan législatif, et puis ça ne peut pas évoluer parce qu'on est aussi sous le regard du droit de l'Union hein, quand même, sur ces thématiques-là. Voilà. Pour éviter cet écueil, finalement, la solution pratique la plus juste en droit, même si elle n'est pas forcément
pratique à mettre en œuvre, c'est d'éviter d'avoir un temps de travail, en tout cas prévu dans le planning, à l'issue de l'astreinte. Eh oui, c'est ça. Exactement, parce C'est qu'on ça, peut si être c'est possible, confronté même bien à des sûr. dépassements de durée Bien sûr. maximale de travail et qui sont compliqués Ouais. à gérer. Si c'est possible, bien sûr. Si c'est possible, compte tenu de la Bien pénurie, sûr. on est conscient que ça peut être compliqué. Alors, une autre série de questions a été posée sur la thématique des heures supplémentaires. Et la première d'entre elles, est-ce que les heures supplémentaires non rémunérées, mais récupérées, entrent dans le contingent? Bah, la réponse, non. Non rémunéré et compensé par un repos, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, non. Elle rentre pas dans le contingent. Non, seules les heures rémunérées rentrent dans le calcul du contingent de 130 ou le contingent prévu par accord collectif. Par Oui, accord bien sûr, d'entreprise. bien sûr. Là, il À n'y a ce pas de... titre, je vais me permettre une petite précision sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, parce qu'on a la question très régulièrement et qu'on l'a eu tout à l'heure dans le chat. Le contingent de la convention collective est fixé à 130 heures par an et est abaissé à 70 heures par an pour les salariés en modulation. Euh, il est évidemment possible par voie d'accord d'entreprise de revoir ce contingent annuel d'heures supplémentaires à la baisse ou surtout à la hausse, y compris au-delà du contingent annuel légal de 220 heures supplémentaires par an. On pourrait tout à fait imaginer un contingent annuel qui serait aux alentours des 468 heures supplémentaires par an. 468, en fait, c'est tout simplement la multiplication de 9 heures supplémentaires par semaine, 44 moins 35 fois 52 semaines par an. Alors, donc c'est en effet une question qui avait été posée sur la possibilité de diminuer le contingent d'heures supplémentaires. Oui, Pardon, diminuer le contingent d'heures supplémentaires? Ah bah oui, oui, c'est Ah possible. oui, bien sûr, Enfin, c'est pardon, pas j'étais forcément pas... conseillé, Oui, mais oui, bon, c'est possible. Maintenant, l'intérêt de ça, dans un rapport donnant-donnant avec pourquoi une pas? contrepartie importante pour l'employeur. Enfin, pardon de parler Ouais. en termes de négociation ou de dialogue social, mais sinon, dans le cas contraire, ça paraît peu conseillé Bah quand même. après, c'est peu conseillé parce qu'après, il y a le problème du fameux repos de là à 100%, là, qui coûte très cher, quoi. La Exactement. plaisanterie. Donc, attention, quoi. On peut le faire, mais oui, bien sûr, on peut le faire. Mais c'est peut-être pas forcément. Ils vont prendre leur repos. Ouais. Ouais, C'est c'est ça, et c'est pas forcément évident en pleine période de pénurie. Donc, on Ouais. vous alerte sur l'analyse de la mesure, enfin, la mesure d'impact, je sais pas comment le dire, avant Ouais. de prendre une décision comme celle-ci. Mais c'est possible Bien sûr, juridiquement. possible. Laurence? Pour un cycle de 2 semaines, est-ce bien 16 heures à 25%? Ça, Guillaume, tu peux y répondre. 16 heures. Bah, Ah oui. pour le cycle à 2 semaines, en fait, ça veut dire que là, dans cette situation-là, déjà, les heures supplémentaires, alors, je ne traiterai pas de la situation de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue en septembre et en janvier, auquel on a répondu dans le chat via le 100% RH notamment. Mais pour les heures supplémentaires, en fait, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent le nombre de la durée légale du travail, soit 35 heures, multiplié par le nombre de semaines du cycle. Typiquement, en cycle de 2 semaines, vous faites des heures sup si vous avez fait plus de 70 heures. Dans le cas présent, si il y a 16 heures supplémentaires, cela veut dire que le salarié sur son cycle a fait 86 heures. Il y avait une circulaire à l'époque qui précisait qu'une fois qu'on avait calculé les heures supplémentaires qui étaient réalisées par le salarié, on divisait ce nombre d'heures supplémentaires par le nombre de semaines du cycle et après on appliquait tout simplement les règles de majoration à la semaine. Donc en l'occurrence, ça fait 16 heures supplémentaires divisé par 2 semaines, ça fait 8 heures supplémentaires en moyenne par semaine, qui sont donc toutes majorées à 25%. Si on transpose au cadre annuel, ça serait donc 45,6 semaines, puisque le nombre de semaines travaillées dans l'année, déduction faite des congés, ça fait 45,6, 45,6 par 8 heures. Et au-delà de ce multiple-là, les heures seraient à 50%. Voilà. Alors, on revient sur la question des astreintes, avant de passer à l'organisation pluri-hebdo. Un technicien qui se déplace sur un jour d'astreinte, les heures travaillées sont payées en astreinte et ou en heures supplémentaires. En gros, les heures de déplacement relèvent-elles du régime des heures déplacées ou des heures supplémentaires? Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est évident que si l'intéressé a déjà effectué 35 heures dans un cadre hebdomadaire,
ça va forcément devenir une heure supplémentaire. Mais je ne sais pas si dans les conventions collectives, quand elles sont majorées à 200%, si on n'a pas dit que ça englobait les heures supplémentaires. Oui, C'est ça? Si, c'est ce qu'on a C'est ça. écrit. c'est Voilà, c'est ça. exactement Voilà, ça. c'est ça. Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc ça veut dire que ça englobe les heures Pas de supplémentaires. cumul, pas de Donc il n'y a pas cumul. de cumul possible. Voilà. Laurence, autre question? Oui, alors on passe maintenant à la thématique de l'organisation pluri-hebdo. Et c'est finalement deux questions en une. D'abord, une confirmation. À défaut d'accord, les cycles peuvent aller jusqu'à 9 semaines maximum pour les entreprises de plus de 50 salariés. Est-ce que c'est bien cela? Non, non, c'est l'inverse. 9 semaines, c'est quand l'entreprise a moins de 50 salariés. Quand c'est plus de 50 salariés, c'est 4 semaines. Voilà. Ouais, attention, on parle de cycle ou on parle d'organisation pluri-hebdomadaire. Oui, mais il faut. Voilà, c'est pareil, il faut. Oui, vous avez raison, vous avez raison. C'est une confusion, mais vous avez raison, mais je crois qu'il faut bien distinguer, parce qu'en fait, vous avez fait la distinction, Guillaume, tout à l'heure. La différence, enfin, parmi les différences, mais essentielles entre cycle et organisation pluri-hebdomadaire, c'est que le cycle, c'est une organisation répétitive à l'identique du temps de travail à l'intérieur du cycle. Rien ne bouge et ça se répète comme ça à l'infini, enfin, pendant toute la durée du cycle, etc., etc. Ça, c'est. Et si on fait pas ça, eh bien, ce n'est plus un cycle avec les conséquences que ça peut avoir sur le calcul des heures supplémentaires. En revanche, l'organisation pluri-hebdomadaire, c'est autre chose. C'est une autre forme effectivement de répartition de la durée légale sur plusieurs semaines consécutives, et il n'y a pas cette même obligation d'avoir l'aspect répétitif de la répartition de la durée légale de périodes pluri-hebdomadaires en périodes pluri-hebdomadaires. Donc c'est assez fondamental, hein. Le cycle, c'est effectivement très cloisonnant, mais il y a une confusion parce que ça ressemble. Effectivement, ça ressemble en termes de répartition, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Et puis, on ne peut plus parler maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on ne parle plus de cycle depuis 2008 quand même, hein, en théorie. Sauf que ces dispositifs continuent à survivre au travers de l'accord de branche. Mais sinon, si on crée quelque chose de nouveau depuis 2008, par un accord, il faut plus s'embarquer à créer des cycles, hein. Surtout pas appeler ces périodes-là de cycle, sinon c'est catastrophique. Comme on disait tout à l'heure, c'est rigide. Chaque semaine 1 du cycle premier doit être la même que la semaine 1 du cycle suivant, et de même pour les semaines 2, 3, 4, si on est sur, par exemple, un cycle de 4 semaines. Donc c'est extrêmement rigide. Vous ne pouvez pas faire d'adaptation de durée du travail, donc d'horaire aussi, à l'intérieur d'un cycle. C'est la raison pour laquelle il faut opter pour le pluri-hebdomadaire, d'une manière ou d'une autre, y compris le cas échéant par un processus de révision. Laurence, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors en fait, finalement, là, ce que Michel vient et toi venez de développer répondait à une des questions qui a été posée. Finalement, je pense que la distinction entre le cycle et l'organisation pluri-hebdo n'était pas claire. Et finalement, savoir qu'est-ce qui relevait de l'un ou l'autre des dispositifs. Il nous semble qu'il faut d'abord se référer à ce qui a été fait historiquement, parce que souvent, vous avez un vieux compte-rendu de comité d'entreprise dans lequel il est indiqué qu'en application, enfin qui date d'il y a très longtemps, dans lequel il a indiqué qu'en application de l'accord de branche, vous appliquez les cycles qui sont donc appliqués depuis très longtemps. Et si tel n'est pas le cas, vous avez probablement un accord d'entreprise, ou si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire pour rentrer dans le cadre d'une organisation pluri-hebdo. Mais en effet, il est possible que vous appliquiez dans vos établissements un cycle sans nécessairement le savoir, puisque voilà, l'ancienneté de vos postes fait que vous n'avez pas forcément l'historique. Mais en fait, il faut que vous ayez connaissance des textes que vous appliquez et voilà, savoir en application de quelle source votre organisation est définie pour que vous puissiez la modifier. Et en tout cas, on vous préconise, pour les raisons que Michel et Fabienne, enfin, et finalement qu'on vous a dit durant tout le webinaire, pour éviter la rigidité du cycle de travail. Oui. Très important. Et la souplesse horaire, vous en avez souvent besoin, on le voit au fil de vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on arrive bientôt à la fin. Oui, pour ce qui est du cycle, faites attention aussi. Essayez pas d'utiliser cette terminologie pour les salariés temps partiel. Oui, allez pas mettre des salariés à temps partiel en cycle, c'est-à-dire un salarié qui ferait 40 heures une semaine et 20 heures la semaine suivante, ça marche pas, hein. Dans le cadre d'un cycle de 2 semaines pour être temps partiel, ça marche pas, hein. Ça, on en fait un salarié à temps complet en faisant ça, hein. Voilà. Petit détail, mais. Dernière ou avant-dernière question selon le temps qu'il nous reste. Ouais, Ça peut être, en tout cas, on peut y répondre sans doute rapidement. Pouvons-nous être en cycle de 4 semaines, mais par accord payer les heures supplémentaires à la fin d'une période de 12 semaines? Oui, enfin, ça revient, si vous voulez, à faire alors, je sais pas, des périodes de 4 semaines
Et le cas échéant, par période de 4 semaines, en période de 4 semaines, oui, on peut pourquoi pas imaginer de payer des heures supplémentaires. Mais ça veut dire qu'il faut l'écrire, ça. Il faut effectivement l'écrire. Oui. Mais ça revient finalement à une période pluri-hebdomadaire de 12 semaines. C'est ça. C'est aussi simple, hein. Et effectivement, dans ce genre de schéma, les heures supplémentaires sont payées en fin de période pluri-hebdomadaire de 12 semaines, quoi. Enfin, il faut que ce soit clair Ouais, pour éviter c'est toute ça, ambiguïté c'est ça, quand même, c'est hein. ça, Mm. c'est ça. Laurence, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a eu une question qui a été posée dans la partie questions-réponses qui était peut-on modifier les jours de la semaine de travail, par exemple du dimanche au samedi au lieu du lundi au dimanche? Et si oui, sachant que la réponse est oui, est-ce que on doit appliquer la même chose à tout l'établissement ou bien est-ce qu'on peut avoir la flexibilité d'appliquer à certains services seulement? Et sur ce bout-là, je n'ai pas la réponse. Ça veut dire qu'on peut effectivement modifier le point de départ, hein, de la semaine par accord d'entreprise. Je ne sais pas si on n'a pas mis dans la convention collective d'ailleurs, ou dans l'accord temps de travail, je ne me souviens pas. Mais effectivement, un accord peut modifier la répartition, le point de départ de la semaine. Après, est-ce qu'on peut avoir plusieurs points de départ de semaine selon les services? Oui, moi je vois pas, il n'y a pas véritablement d'obstacle à mon avis. Ce sont des unités cohérentes de Voilà. travail, hein. Ah oui, bien sûr, par service, mais pourquoi pas. Mais toujours, si vous voulez se méfier de pas trop multiplier les systèmes, parce que plus personne s'y retrouve au bout d'un moment, et ça devient après compliqué à gérer. Après, faut pouvoir. En plus, il faut le faire, il faut pouvoir le justifier de manière objective. C'est-à-dire, on fait pas ça en disant, bah tiens, là, ça serait mieux. Non, non. Faut qu'il y ait une raison objective pour modifier le point de départ de la semaine, quoi. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, juridiquement, ça paraît possible. Très bien. Je vais juste répondre à la question de Madame Mondin dans le chat. En fait, le cycle est interdit pour un salarié à temps partiel. Ce n'est pas possible. Le cycle ne peut concerner que les salariés à temps complet. Ces problèmes de cycle, de modulation, d'annualisation, maintenant de période hebdomadaire ou d'organisation annuelle du temps de travail, ça ne concerne. Alors, ça concernait que des salariés à temps complet, y compris d'ailleurs les JRTT à l'époque, hein. Il y a eu plein de confusion, mais les JRTT, ça ne concernait pas les salariés à temps partiel, même si ça a été appliqué comme ça ne concerne effectivement que des salariés à temps complet. Si on veut appliquer ça à des salariés à temps partiel, il faut appliquer un système d'organisation annuelle pour les salariés à temps partiel. Ça, c'est possible, mais pas de cycle, ça, c'est pas question, ça n'existe pas, quoi. C'est ce que vous disiez tout à Voilà. l'heure, ouais. Ce qui est dommage que le pluri-hebdomadaire le permet. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions, mais comme nous arrivons à l'issue de ce temps de webinaire, comme nous l'avons écrit dans le chat, nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre lors de ce webinaire par écrit. Elles ont toutes été notées et nous reviendrons vers les adhérents. En tout cas, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. Je crois que vous étiez plus de 250. Nous espérons avoir pu répondre à certaines de vos interrogations, peut-être vous avoir aidé à identifier certaines marges de manœuvre en matière d'aménagement du temps de travail pour répondre au mieux à vos organisations et à votre activité, bien sûr. Et encore une fois, vous recevrez le diaporama ainsi que le replay du webinaire par le biais de l'une de nos publications dans les prochains jours. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous.